Je suis désolée que vous deviez écouter la version anglaise. J'espère que certains d'entre vous ont des... vous avez des casques pas clairs. Alors, récemment dans le journal, j'ai vu que de moins en moins d'universités britanniques enseignaient les langues vivantes. Ça veut dire que nos capacités ne font que s'écrouler. Bon, alors, c'est de pire en pire. On ne parle pas seulement des inégalités, mais aussi de nos capacités à parler des langues. Mais je veux vous parler des effets sociaux des inégalités. Évidemment, il y a des effets qui ont toujours été compris. Vous savez, au moment de la Révolution française, ils ont parlé de liberté, égalité, fraternité. Et ce sont les dimensions de l'environnement social qui sont les plus importantes. Liberté, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ne pas être servile, ne pas être soumis à quelqu'un, ne pas être le servant de quelqu'un d'autre. On parle de l'infériorité, finalement. Et par fraternité, on entend, ou ils entendaient, eh bien, la cohésion sociale, la richesse sociale, la force de la vie communautaire. Et l'égalité, eh bien, est nécessaire pour jouir des deux autres droits. Et je pense que c'est absolument estomaquant de se rendre compte qu'à l'époque, sans aucune donnée, sans aucune statistique, les gens avaient déjà pu élaborer ces trois concepts. Alors si l'on parle à présent aux groupes intéressés, eh bien, il y en a qui savaient déjà très bien de quoi il s'agissait. Ils disent, mais on le savait que c'était grave pour la cohésion sociale. Mais maintenant, dans les statistiques, les statisticiens lisent leurs statistiques et se disent, mais c'est incroyable, c'est difficile à croire, les conséquences sociales des inégalités. Alors je vais vous montrer cette diapo parce que ça vous montre à quel point nous sommes heureux. Bon, en fait, les Anglais sont sûrement encore plus tristes que le reste du monde, en tout cas plus tristes que les Belges, mais c'est une photo qui a été prise à l'extérieur de la station de métro de Oxford Street, donc une station de métro très centrale. Oxford Street, la grande avenue où tous les grands magasins se trouvent. Ce sont des gens qui vont travailler le matin. Des gens, de jeunes gens dans la fleur de la vie. Ils ne sont pas au chômage, ils n'ont pas des emplois abominables. Et pourtant, vous voyez sur leur visage, qu'est-ce qu'on lit? Le stress, la colère, la tristesse. Même ceux qui parlent avec leurs amis au téléphone n'ont pas l'air très heureux. Et je pense que ce que je dois évoquer ce soir, c'est ce déficit social. Vous vous en rendrez compte dans mes arguments à venir. La plupart des grands déterminants du bien-être, sont des facteurs sociaux et ils semblent plus en plus difficiles à obtenir. Mais c'est aussi une question de contraste avec le succès matériel de nos sociétés. Et donc le contraste entre ces succès matériels et en même temps cette souffrance, ces échecs sociaux. Vous voyez que les adolescentes, de plus en plus, sont malheureuses, elles se trouvent affreuses, elles n'aiment pas leur apparence et elles s'automutilent. Ce sont de nouveaux phénomènes qui découlent de cette nouvelle organisation de la société. Vous avez également entendu parler récemment de la croissance exponentielle de l'utilisation d'antidépresseurs. Et la plupart des rapports évoquent d'ailleurs l'augmentation de l'utilisation de médicaments, de la consommation de médicaments. Donc, il n'y a pas forcément une augmentation de la dépression, mais de plus en plus, les gens se sentent déprimés. Ça, c'est un fait. Alors, moi, j'appelle ça la théorie du tout, parce que finalement, ceci a trait à des tas de secteurs différents, la santé mentale, la santé adolescente, la cohésion sociale, la confiance en l'autre, les grossesses précoces, les niveaux de violence, les niveaux d'alphabétisation des enfants, la proportion de la population dans les milieux carcéraux, etc. Donc ce n'est pas une théorie de tout finalement, c'est une théorie des problèmes qui sont des gradients sociaux, c'est-à-dire des problèmes qui sont davantage
fréquent au bas de l'échelle sociale. Au sommet de l'échelle sociale, évidemment, il y a des dépressifs, il y a des violents, il y a un manque de cohésion sociale, mais c'est tout de même beaucoup moins répandu qu'au bas de l'échelle sociale. Et si l'on se penche sur les gradients sociaux dans les zones pauvres, eh bien, on a l'impression que les nuls, en gros, finissent au bas de l'échelle sociale. C'est pour ça qu'ils sont violents, qu'ils sont déprimés, qu'ils sont enceintes à 15 ans, etc. Et les plus forts montent tout en haut de l'échelle. C'est la loi du plus fort. Et c'est comme ça que ça s'organise. C'est la population qui est triée et qui se retrouve à la bonne place. C'est la croyance commune. Eh bien, moi, je vais vous montrer que, finalement, ces problèmes sont 10 fois plus importants dans les sociétés dans lesquelles il y a un clivage grandissant entre les riches et les pauvres. C'est-à-dire, il faut bien pouvoir différencier le statut social, c'est-à-dire la façon de représenter le statut social, la position d'un être humain dans la société par rapport aux autres. Alors, voici ce que je vais vous exposer. Ce n'est même pas mon graphique, je l'ai trouvé sur Google Images et il me semble parfaitement adapté. Il y a enfin quelqu'un qui a compris. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, dia après dia, le rapport entre l'inégalité de revenus et les problèmes de tout type. Vous verrez à quel point la société entière souffre des inégalités. Alors, premièrement, j'aimerais vous montrer des renseignements belges, au cas où vous croiriez qu'en Belgique, vous êtes tout à fait libre de tous ces problèmes. Bon. Eh bien, je vous montre l'espérance de vie. Donc, on ne considère pas la mortalité infantile ou même la mortalité juvénile. Donc, vous voyez, à partir de 25 ans, vous avez 47 ans dans les gens les moins bien éduqués. C'est donc un graphique qui se base sur le niveau d'éducation. Et ceux qui ont fait de hautes études ont une espérance de vie beaucoup plus grande. Vous voyez à quel point cette violation des droits de l'homme est choquante. C'est encore pire que tuer des gens sans procès. Vous vous rendez compte, vous voyez là les différences d'études, les impacts que ceci a sur l'espérance de vie. Ça, c'est le graphique qui concerne les hommes et ici les femmes. Je voulais vous montrer les deux en même temps, mais en tout cas, vous voyez ici les différences d'espérance de vie saine, c'est-à-dire vivre, certes, mais en bonne santé, être en forme. Ici, vous avez à peu près 29 ans pour les personnes sans aucun diplôme, ensuite les personnes qui sont allées à l'école primaire, ensuite l'école secondaire, et enfin les personnes diplômées universitairement. Vous voyez la différence, c'est absolument stupéfiant. Mais je voulais vraiment commencer par vous parler de la relation entre l'espérance de vie et le revenu national par personne dans les pays les plus pauvres et dans les pays les plus riches. Vous voyez ici qu'il y a une croissance rapide de l'espérance de vie dans les premières étapes de la croissance économique et qu'ensuite elle stagne. Et si l'on faisait ceci non pas pour l'espérance de vie mais pour le bien-être ou pour les différents indicateurs du bien-être et du bonheur, eh bien vous verrez que ce graphique change de place. Vous verrez que la croissance sera rapide et ensuite elle stagne beaucoup plus rapidement. Il y aura encore une augmentation de l'espérance de vie, mais à présent, elle n'est plus liée à la croissance économique. Donc même si la croissance économique est très rapide, ceci ne semble plus avoir une conséquence sur l'espérance de vie dans les pays en développement. Donc si vous avez 30 000 dollars par habitant, eh bien, vous vous situez là. Mais évidemment, ce sont des changements qui n'ont rien à voir avec la croissance économique. Ce que ce graphique vous montre, au contraire, c'est la redistribution de la croissance économique. Moi, je travaille comme épidémiologiste depuis plusieurs années, mais j'ai d'abord obtenu un diplôme d'histoire de l'économie et il semblait tout à fait inévitable, parce que depuis des centaines d'années, les revenus augmentent. Il semblait inévitable qu'un jour ou l'autre, les profits diminuent. Et ce que ceci montre, c'est que dans les pays les plus pauvres, on a besoin
de meilleures conditions de vie matérielles. Mais dans le monde déjà développé, avoir plus ne signifie pas grand-chose de plus finalement, puisqu'on a déjà tout matériellement. Et alors, on se rend de plus en plus compte des limites environnementales à la croissance. Mais je vais également évoquer le cas de ces pays, ici tout en haut. Il est important de faire remarquer ceci dans le contexte de ce discours, parce que nous ne contrôlons pas le produit domestique brut par habitant, parce que dans ces pays, ça ne fait pas de différence. Je vais simplement agrandir cette partie du graphique. Vous voyez ici que vous avez le revenu national brut par personne. Et sur la gauche, la durée, l'espérance de vie avec les différents pays. Vous voyez qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux gradients. Et pourtant, je vous ai déjà montré qu'en Belgique, il y avait une corrélation extraordinaire qui ne semble pas apparaître ici. Et pourtant, au sein de chaque pays, il existe une corrélation extraordinaire. Des renseignements sur l'Angleterre à présent. C'est encore un graphique qui porte sur l'espérance de vie, mais dans de petits quartiers en Angleterre et au Pays de Galles. Vous avez à gauche les plus riches et à droite les plus pauvres. Et à gauche, donc, vous voyez la durée de vie. Bon, c'est un graphique qui date de plusieurs années, donc bien sûr, les barres devraient s'allonger, mais dans tous les cas, vous verrez que la pauvreté a une contribution assez faible ici à droite. Mais pourquoi est-ce que les riches, les deuxièmes plus riches, ont déjà une différence importante avec les premiers plus riches? Donc, il y a déjà une différence. Ceci montre bien que le revenu est très important dans nos sociétés, mais n'a pas d'importance entre les différentes sociétés, entre les différents pays. Et ceci est évidemment un paradoxe. Et quelle est l'explication de ce paradoxe? Eh bien, dans nos sociétés, au sein de nos sociétés, il y a l'effet de statut social, la position que nous occupons par rapport aux autres. C'est pourquoi au sein des sociétés, il y a une importance du revenu, mais pas entre les sociétés, pas entre les différentes nations. C'est un paradoxe très important. Et à présent que vous avez compris ce paradoxe, il faut se demander ce qui se passe si on fait accroître les différences ou si on les réduit. Et c'est ce dont je vais vous parler à présent. Les données que nous avons utilisées pour répondre à cette question sont tout simplement téléchargées du rapport de développement des Nations Unies, le même rapport qui a été utilisé par la Banque mondiale sur son site Internet, vous montre que l'écart entre les revenus, donc entre les pays, donc la face de combien les riches sont plus riches, entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres. Vous voyez qu'à gauche, il n'y a pas un grand écart, alors qu'à droite, l'écart est double. Vous savez qu'au Japon, en Finlande, en Norvège, l'écart est assez faible entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres. Alors qu'aux États-Unis, à Singapour, au Portugal, l'écart est énorme, il est double. Vous voyez que la Belgique, ici, se situe à 4,6, donc on la trouve toujours plus ou moins du bon côté, disons. Vous la voyez, elle est toujours plus ou moins à cet endroit. Et comme Philippe vous l'a déjà montré, d'autres pays sont de plus en plus égalitaires, mais la Belgique stagne. Alors ce que nous avons fait, nous avons réuni des informations de tous les problèmes sociaux qui étaient les plus fréquents au bas de l'échelle sociale. Nous avons simplement collecté ce que l'OMS ou ce que l'OCDE avait déjà compilé. Nous n'avons pas inventé notre propre série de données. Donc, toutes les agences internationales, on voit qu'il y a l'espérance de vie, les capacités en maths et en lecture et écriture, la mortalité infantile, les homicides, les incarcérations, les grossesses précoces, la confiance, l'obésité, etc. Donc, nous avons regroupé tous ces indices en un seul indice. Et cet indice vous montre donc toutes les conditions dont j'avais parlé avant, donc la mobilité sociale, la toxicomanie, l'alcoolisme, l'obésité, la confiance, etc. Et donc ça forme un indice
qu'on va utiliser pour placer les différents pays autour de cette courbe. Vous voyez ici l'inégalité entre les revenus. Donc plus le pays est inégal, plus il est en haut à droite. Vous voyez qu'on retrouve les mêmes pays, le Portugal, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, et vous voyez où la Belgique se trouve, encore une fois plus ou moins à gauche, plus ou moins du bon côté, et encore une fois la Norvège, le Japon et la Suède à gauche. Donc ceci montre encore une fois la corrélation entre le niveau d'inégalité et le niveau de problèmes sociaux de tout type. Et si vous reprenez cet indice pour le lier au revenu national brut par personne, vous voyez qu'il n'y a pas de corrélation. Et nous avons repris des données de l'UNICEF sur le bien-être infantile parce qu'on s'est dit que peut-être nous allions être la source de critique, la cible de critique, pardon. On nous reprocherait d'avoir choisi nos propres conditions, la toxicomanie, l'alcoolisme. Non, nous avons voulu prouver que ce n'était pas le cas et donc nous avons repris les indicateurs de l'UNICEF avec 40 composantes étroitement liées au bien-être infantile. Est-ce que les enfants peuvent parler avec leurs parents? Est-ce qu'ils sont victimisés à l'école? Est-ce qu'ils ont un bon niveau de lecture et d'écriture, etc. Donc toutes ces composantes. Et nous avons prélevé la proportion d'enfants dans l'inégalité. Bon, nous avons craint que les gens disent qu'il s'agissait d'un argument circulaire, donc nous l'avons extrait, cet argument. Mais voici ce que nous avons conservé. Vous avez les 39 composantes restantes de l'indice de bien-être infantile de l'UNICEF. Et vous voyez ici que les enfants vivant dans les pays les plus inégalitaires ont de moins bons résultats en termes de bien-être. Et comme d'habitude, les mêmes pays se retrouvent du bon côté de la courbe, c'est-à-dire en haut à gauche. Et si vous réalisez la même courbe avec le bien-être adulte, vous retrouvez la même courbe. Nous avons d'ailleurs rédigé un article pour le magazine britannique scientifique et la relation est encore une fois très claire. Ici, vous avez le même indice en fonction du revenu national brut. Et vous voyez, encore une fois, qu'il n'y a aucune corrélation. Donc, premièrement, je vous ai montré que le revenu avait une importance au sein des sociétés, mais pas entre les sociétés. Donc, il faut bien se pencher sur la question du revenu relatif comparé aux autres. Et ensuite, que se passe-t-il lorsque les revenus sont plus petits ou plus importants? Et je vous ai montré quelles étaient les conséquences sous forme des graphiques qui vous montraient bien, encore une fois, la même conclusion. Ce qui compte à présent, ce n'est plus les normes de vie dans notre société. Ça ne compte pas que vous soyez en haut ou en bas. Ce n'est plus ça qui détermine le bien-être, mais c'est plutôt la taille des écarts entre vous et les autres. Donc, je vais vous montrer les différentes composantes de cet indice. Vous avez par exemple ici la confiance, je l'avais évoqué auparavant. Bon, nous prenons que ce que les agences internationales nous ont déjà compilé. Parce que si nous choisissions de sélectionner les données pour certains pays, évidemment, ce serait malhonnête. Il pourrait y avoir des préjugés, des partis pris. Alors nous nous efforçons toujours de suivre la règle d'or, de toujours nous servir des données qui ont été publiées par l'OMS, par l'OCDE, etc. Toutes les données entrent dans l'étude. Et donc, si vous n'aimez pas les données, ne venez pas vous plaindre à moi, allez vous plaindre à l'OCDE ou à l'OMS. D'accord ? Alors, ici, on a pris donc une des composantes de cet indice général des problèmes sociaux. Et vous avez ici le niveau de confiance, c'est-à-dire la capacité à faire confiance aux autres. Vous voyez, encore une fois, en haut à gauche, les gens qui vont jusqu'à 65% dans les pays les plus égalitaires. Et ce taux s'écroule jusqu'à environ 15% dans les pays les plus inégalitaires. Vous voyez qu'aux États-Unis, au Portugal, au Royaume-Uni se retrouvent toujours les derniers de la classe, la Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Japon, comme d'habitude. Vous voyez où se trouve la Belgique. Mais nous avons réalisé cette étude 2 fois. Une première fois pour un cliché international et nous avons ensuite répété l'exercice
pour uniquement les États-Unis, donc les 50 États différents. Donc, est-ce que la corrélation peut également être établie au sein des États-Unis entre tous les différents États? Est-ce que plus les États sont inégalitaires, plus les résultats sont mauvais? Bon, il y a quelques différences, mais vous verrez qu'en gros, c'est la même chose. Vous avez la mesure de la confiance de la part de l'enquête sociale du gouvernement. Et vous voyez que la dispersion est comparable. Ici, vous avez une autre composante qui est la maladie mentale. On ne parle pas des gens qui vont voir leur docteur pour leur demander des antidépresseurs ou qui vont être hospitalisés parce que ce serait trop influencé par les capacités financières des patients à aller chercher de l'aide. Mais c'est plutôt, ce sont des agences internationales qui ont pu comparer les niveaux de santé mentale en utilisant des échantillonnages aléatoires dans la population. Et donc la proportion de personnes ayant eu la moindre forme de maladie mentale dans l'année précédant l'étude. Donc vous avez environ 8% de personnes concernées pour le Japon. Et vous voyez qu'au Royaume-Uni ou aux États-Unis, ces problèmes sont triplés, 3 fois plus. Donc on ne demande pas aux gens s'ils ont été diagnostiqués comme ayant une dépression, parce que ceci voudrait déjà dire que ce patient reconnaît qu'il a une dépression, qu'il a pu avoir accès à des soins. Non, c'est plutôt le manque de sommeil, le manque d'appétit, l'estime de soi. Et tous ces facteurs qui sont considérés comme étant des facteurs de santé mentale. Alors ici, vous avez la mortalité infantile. Donc vous avez une différence double. Et vous voyez qu'ici, cette ligne est beaucoup plus directe. Elle est tirée vers le bas par Singapour. J'ai toujours eu du mal à croire ce chiffre, mais il figure dans notre analyse puisque c'est l'OMS qui a compilé ces données. J'ai fait des discours à Singapour et j'ai pu découvrir que la raison de cette mortalité infantile élevée est qu'ils sont en fait en état-ville très surpeuplé et ils ne souhaitent pas que les gens obtiennent la nationalité singapourienne. Donc la façon d'obtenir la nationalité, c'est de naître à Singapour ou en épousant un citoyen. Et donc, les travailleurs immigrés, donc les plus pauvres d'entre eux, les 25%, ont un bilan de santé auquel ils doivent se soumettre. Et s'ils sont mariés ou enceintes, eh bien, ces travailleurs doivent quitter l'île. Et donc, on se débarrasse des 25% les plus susceptibles d'avoir des enfants, on les expulse de l'île. Mais j'ai cité cet élément parce qu'on nous a souvent reproché de sélectionner nos chiffres et nos datas. Mais vous savez, je suis tout de même épidémiologiste et ce serait vraiment la chose la plus stupide à faire. Enfin, voici les taux à présent, les taux d'homicide. Vous voyez en rouge, les points rouges, ce sont les États-Unis, les différents États des États-Unis, et en triangle bleu, ce sont les provinces canadiennes. Ici, vous voyez les taux d'homicide qui vont d'environ 15 homicides par million, ici en bas, et 150 homicides par million, tout en haut. Donc vous voyez que l'écart est décuplé ici. C'est ce que montrent des études. Il y a déjà une cinquantaine d'études qui ont été menées sur la violence et son rapport aux inégalités. Et c'est une relation très robuste qui a pu être prouvée à de nombreuses reprises. Ici, vous avez les grossesses précoces. Ce sont les naissances par milliers de femmes qui sont des adolescentes. Donc vous voyez au Royaume-Uni, par exemple, 6 fois le niveau initial, les États-Unis 10 fois le niveau initial, la Belgique fidèle elle-même, toujours au même niveau plus ou moins. Les taux d'incarcération. Donc ceci est une échelle logarithmique.
c'est difficile de juger où se trouve le 40, mais plus ou moins ici. Donc on dit que ça va de 40 à 400, hein, puisque l'échelle est logarithmique. Vous voyez que, encore une fois, l'écart est décuplé. Bon, parfois on parle de criminalité, mais il faut aussi bien garder à l'esprit que c'est le fait que les punitions soient beaucoup plus dures dans certains États. On parle même de conditions carcérales extrêmement difficiles. Et je dis parfois aux gens, si vous devez aller en prison, essayez plutôt d'aller en prison en Norvège ou au Danemark. Essayez de ne pas aller aux États-Unis ou à Singapour, où vous risquez d'être battu et de vous retrouver en cellule d'isolement, pardon. Pourquoi pas subir la peine de mort? Ceci est un indicateur de la qualité des relations sociales qui échouent dans les sociétés inégalitaires. Lorsque je vous ai montré la dia sur les relations de confiance, je sais que Robert Putnam avait mesuré les conséquences de l'égalité sociale sur la cohésion sociale. Et il a trouvé les mêmes résultats dans les États américains. L'inégalité n'est pas un sujet qui l'intéresse beaucoup, il ne partage donc pas beaucoup ses résultats, mais si vous vous penchez sur ses études, vous le verrez. Et il a fait les mêmes mesures dans certaines des régions italiennes. Il a montré que la vie communautaire riche améliorait la cohésion sociale. Je ne sais pas si ces peines de prison plus lourdes sont dues au fait qu'il y a moins d'empathie dans ces pays, mais c'est une autre indication qu'il y a une situation qui est plus inégalitaire dans ces pays. Voici le dernier de ces graphiques assez simples, ici sur la mobilité sociale. C'est un graphique important pour moi. La mobilité sociale, c'est important parce que certains disent que les inégalités sont acceptables car chacun peut trouver sa place dans la société. L'idée, c'est que si vous travaillez dur, vous pouvez devenir riche et alors ça justifie ces inégalités. Mais ce graphique montre que dans les pays les plus inégalitaires, il y a moins de mobilité sociale. Et Kate McWhorter a une blague qu'elle fait souvent. Elle dit que si les Américains veulent suivre leur rêve américain, ils doivent aller au Danemark et non pas rester en Amérique. La Belgique n'est pas sur ce graphique. Donc ici, vous avez la mobilité sociale liée à l'inégalité des revenus, à savoir si les pères riches ont des enfants riches et si les pères pauvres ont des enfants pauvres. Désormais, nous avons plus de données sur ce problème. Au départ, nous avions moins de données. Désormais, nous avons plus de données pour d'autres pays. Quoi qu'il en soit, plus tôt cette année, Alan Kruger, qui est le président du comité consultatif économique de Barack Obama, a publié le même graphique presque en utilisant des données complètement indépendantes. Il a montré que la mobilité sociale, était plus basse dans les pays plus inégalitaires. Et hier, la mobilité sociale a été calculée pour toutes les villes américaines et à nouveau on voit la même relation avec les inégalités. Je pense que l'on peut être désormais très sûr. Dans les pays les plus inégalitaires, la mobilité sociale est plus faible, elle est plus difficile. Et donc en fait, lorsqu'il y a des inégalités salariales, les enfants ne bénéficient pas de l'égalité des chances. Les riches peuvent toujours tirer leur épingle du jeu, mais la mobilité sociale, quoi qu'il en soit, est plus faible. Ici, cette couleur bleue, je ne sais pas pourquoi le graphique ne s'affiche pas, mais normalement il devrait y avoir une analyse à plusieurs niveaux sur les effets des inégalités. J'aurais dû
vérifier plutôt pour voir si tout fonctionnait bien. Mais ici, le graphique ne s'affiche pas, donc ce que je voulais vous montrer avec ce graphique qui aurait dû s'afficher, c'est que nous avons donc ce que nous voulions avoir, c'était des graphiques très simples pour pouvoir justement vulgariser ces informations, pour qu'elles se retrouvent dans les priorités politiques des hommes politiques. Et nous pensions que si les statistiques étaient trop compliquées, eh bien que si nous avions des modèles sur plusieurs niveaux, des statistiques compliquées, nous n'allions pas pouvoir vulgariser ces informations. Il y a d'autres données plus compliquées. Ici, c'était une analyse sur des différentes cohortes à plusieurs niveaux. Nous avons des données pour 60 millions de personnes, des données publiées dans le British Medical Journal, des données de l'école de santé publique d'Harvard. Ce sont des modèles à plusieurs niveaux qui suivent les mêmes cohortes de citoyens dans le temps et on peut voir les effets de l'inégalité sur une longue période. Il y a donc des données qui ont été compilées par des experts sur le lien entre les inégalités et la pauvreté. Et l'on voit cette corrélation qui reste toujours d'actualité dans toutes ces études. C'est la référence que vous aviez en bas. Ici, vous voyez les changements dans l'inégalité sur les revenus qui frappent la mortalité. Ici, au début, on voit que rien ne se passe dans les 2 premières années. Ensuite, après 3 ans, on voit qu'il y a une aggravation de la santé qui dure pendant 10 à 12 ans. Vous voyez l'effet cumulé en dessous. L'espérance de vie et la santé s'améliorent. C'est le cas depuis plus de 100 ans dans la plupart des pays développés. Et l'un des plus grands mystères dans la santé publique, c'est que personne n'en connaît les raisons. Mais on voit que lorsque les inégalités changent, qu'elles s'accentuent ou non, on voit qu'il y a des hausses d'espérance de vie ou des baisses. On a pu voir des grandes baisses ou des grandes hausses, notamment dans l'Union soviétique, lorsque le régime s'est effondré. On a vu que les taux de mortalité augmentaient, que l'espérance de vie diminuait après de tels changements dans ces pays. Et lorsque les changements dans les inégalités ne sont pas très prononcés, eh bien, il n'y a pas non plus énormément de changements en matière d'espérance de vie. Je vous ai montré donc l'ampleur de ces différences. Parfois des différences 4 fois plus importantes en matière de santé mentale, 10 fois plus importantes dans certaines autres composantes. Ces différences sont tellement énormes qu'elles ne sont pas provoquées par une seule minorité pauvre. Les différences en termes d'espérance de vie entre les États-Unis et le Japon sont énormes. 4 ou 4 ans et demi d'espérance de vie moyenne pour la société dans son ensemble. Si c'était provoqué uniquement par la minorité la plus pauvre, les 10% les plus pauvres, alors les plus pauvres au Japon devraient vivre beaucoup plus longtemps que les plus pauvres aux États-Unis. Et ce n'est pas le cas, en fait. Les différences sont si énormes parce que nous sommes tous impactés par les inégalités. Il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens. Ici, c'est une étude plus ancienne. On compare ici la mortalité infantile entre des sociétés plus ou moins inégales ou égales. On compare la Suède à l'Angleterre et au Pays de Galles. Ici, on a des catégories en fonction du statut social.
en fonction du statut professionnel des pères. Donc les mères célibataires ont leur propre catégorie, évidemment, à gauche. Ici, d'abord, ce sont les travailleurs manuels, ici semi-qualifiés, au milieu qualifiés. Ensuite, vous avez les professions non manuelles, ensuite le niveau intermédiaire tel que les professeurs, les infirmières, et ensuite vous avez les médecins, les directeurs, les avocats et les PDG, etc. Vous voyez que les résultats pour la Suède sont meilleurs à tous les niveaux. À tous les niveaux de la société. Les différences sont plus importantes au bas de l'échelle sociale, mais même en haut de l'échelle, on voit qu'il y a des meilleurs résultats en Suède. Il y a plusieurs sets de données qui confirment ceci, et certains collègues de l'école de santé publique à Harvard ont des données qui vont dans le même sens. Les inégalités, selon eux, représentent des facteurs de pollution sociaux. Ce sont des facteurs qui ont un impact sur un pourcentage immense de la population. Ici, l'on voit que les inégalités sont plus importantes en bas de l'échelle sociale, mais en haut de l'échelle sociale, elles ont un impact également. Ce que je veux dire, c'est que si on vous prend en considération avec vos revenus, avec votre niveau d'éducation, si vous vous trouvez dans une société plus inégale, alors vous vivrez moins longtemps. Vous aurez plus de chances de subir des agressions, vos enfants seront plus exposés à la toxicomanie, etc. Et donc, nous vivrions tous mieux dans des sociétés égales. Je ne peux pas parler du pourcent le plus riche de la société, les super riches, vous savez, ceux qui ont des bonus énormes. Nous ne connaissons pas les taux de dépression, de violence ou de toxicomanie pour ce pourcent. Il y a certainement la toxicomanie et des problèmes sociaux à ce niveau-là. Ce que je veux simplement dire, c'est que nous n'avons pas de statistiques pour ce pourcent de la population, mais nous avons des données pour 95% de la population. Et l'on voit que plus les sociétés sont égales, plus les résultats sont meilleurs. J'ai dit, il y a 6 ou 7 études qui confirment cette même corrélation. Et Kate Pickett, mon co-auteur, m'a dit que l'un de ses étudiants se penchait sur les développements cognitifs des enfants dans les sociétés inégalitaires ou égalitaires, et à nouveau cette corrélation apparaissait. Je ne vais pas parler de ce graphique pour gagner un peu de temps. Bon, je vais quand même expliquer un petit peu. Ici, nous n'avons pas le statut professionnel des pères sur les abscisses. Nous utilisons le niveau d'éducation des parents. À droite, donc, des taux d'éducation, d'enseignement élevés, à gauche, moins élevés. Vous voyez que pour la Suède, les résultats sont meilleurs que pour les États-Unis. Ceci ne veut pas dire qu'il y a plus d'analphabètes ou plus de pauvres aux États-Unis. Non, ce graphique montre que partout où vous êtes dans la société, les résultats sont moins bons pour les États-Unis que pour la Suède. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a plus de pauvres ou plus d'analphabètes aux États-Unis. Ici, c'est un effet relatif de notre situation en fonction des autres. Et pour bien comprendre ces relations, il faut voir à quel point nous sommes exposés et sensibles à ces problèmes sociaux. Nous sommes tous inquiets de la façon dont nous sommes jugés dans la société. Et la violence est provoquée par l'humiliation, par les jugements sociaux. Ce sont ces facteurs qui nous rendent violents dans la société. Il ne faut pas, selon moi, voir les inégalités de revenus comme un nouveau facteur. Non. Ici, il faut se pencher sur l'effet des classes sociales. Nous avons tous su que
Les résultats étaient moins bons pour les classes les plus basses sur l'échelle sociale. Mais ces données, en fait, nous montrent que la richesse ou les revenus, que les différences matérielles nous apportent un certain cadre, un cadre qui montre les différences sociales. Vous voyez, les différences matérielles établissent les distances sociales entre nous. On peut prendre l'exemple de la Russie. Depuis l'effondrement du communisme, les inégalités ont terriblement augmenté avec les oligarques, etc. Nous savons que ce type de phénomène mettra sur pied un nouveau système de classe. Les enfants des oligarches seront envoyés dans les meilleures écoles, ils auront voyagé et ils se verront comme des êtres supérieurs et ils seront vus d'un point de vue supérieur par les autres également. Mais repensons au XIXe siècle. Les classes sociales, à l'époque, étaient liées aux relations familiales, aux relations de sang. Si vous pariez tout votre argent à l'époque, si vous perdiez tout votre patrimoine, vos enfants allaient devenir pauvres, tandis qu'à l'époque, si vous gagniez de l'argent ou si vous vous mariez avec quelqu'un d'une plus haute classe sociale, vous deviendrez un nouveau riche et vos enfants auront appris les marqueurs culturels, leur nouveau statut. Et des sociologistes tels que Bourdieu ont parlé de l'utilisation de l'argent pour exprimer notre statut social. Donc en fait, il y a deux types de pyramides, des pyramides très abruptes ou des pyramides moins abruptes, avec différentes relations de hiérarchie. Combien de temps me reste-t-il? Vous avez encore 20 minutes, donc vous n'allez pas y échapper. Je continue. Je suis un épidémiologiste. Et j'ai décidé d'étudier ces différences de classe sociale, ces facteurs déterminants sur la santé. Et au cours des 30 dernières années, on s'est rendu compte de l'importance de certains facteurs psychosociaux. Au début, on voulait voir quel phénomène contribuait à une maladie. On se disait que, par exemple, un cancer était dû à l'exposition à une certaine substance. Les facteurs psychosociaux, il y a 30 ans, n'étaient pas importants, mais la situation a changé peu à peu et désormais, désormais on tient compte du stress chronique qui a un impact sur les systèmes immunitaires, systèmes cardiovasculaires. Le stress change les priorités physiologiques, en fait. Mais voici les grands facteurs de risque psychosociaux, les statuts sociaux peu élevés, les connexions sociales faibles, à savoir peu d'amis, ne pas être impliqués dans la vie communautaire, et le troisième facteur, le stress au début de la vie, au début de l'enfance, lorsque le stress passe à travers la barrière du placenta pendant la grossesse, le stress au niveau prénatal, et les effets du stress au début de l'enfance. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance de ces facteurs. Il y a eu une méta-analyse sur 160 études portant sur l'amitié. Des études scientifiques sur 150 groupes. Ils ont rassemblé ces données et ils se sont rendus compte que l'amitié était aussi importante et peut-être plus importante que le fait de fumer en ce qui concernait les taux de survie sur certaines périodes données.
C'est très important parce que généralement on pense que l'amitié, oui, est importante pour nous, mais non, en fait, c'est plus que ça. L'amitié est vraiment un facteur crucial. Il y a quelque chose qui connecte tous ces facteurs. Si, au début de la vie, vous êtes dans un environnement peu sûr, alors plus tard, vous aurez peut-être peu de connexion sociale, vous ne vous sentirez pas apprécié, etc. Et l'amitié entre dans ce cadre, bien sûr. Si vous avez des amis, vous vous sentez apprécié, vous vous sentez mieux, vous avez un retour positif de la part de vos amis. Mais si vous vous sentez exclu, si on vous évite, si on ne vous invite pas à des soirées, etc., ce sont des doutes que l'on peut tous ressentir. On peut se dire peut-être que je ne suis socialement gauche, que je ne suis pas attirant, que je suis stupide. Il est difficile de négocier les relations sociales, particulièrement dans nos sociétés modernes où l'on rencontre tous les jours de nouvelles personnes. Il faut se soucier de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, etc. On a l'impression que l'on ne peut se détendre que lorsque l'on rentre chez soi et qu'on est enfin seul et que l'on peut un peu souffler. On a l'impression que les contacts sociaux sont une souffrance. « Oh, je suis invité là-bas, je ne sais pas si j'arriverai à tenir. » Beaucoup de gens ont cette impression, pensent que les contacts sociaux sont une souffrance. C'est un facteur d'anxiété pour eux. Quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai établi ces trois facteurs causaux. Ici, vous avez 208 études compilées. Des volontaires qui ont été invités à participer à une étude. Et on a fait en sorte qu'ils réalisent des tâches stressantes. Ils devaient résoudre des problèmes mathématiques. Et si vous n'avez pas de chance, à la fin, on disait devant tout le monde quelle note vous aviez reçue. Et alors, certains pouvaient penser, fou, celui-là, il ne sait pas du tout compter, il ne sait pas multiplier des chiffres. Il y avait une autre tâche, il fallait par exemple que les volontaires mettre sur papier une expérience stressante qu'ils avaient eue. Nous voulions donc mesurer leur niveau de stress, mesurer leur niveau de cortisol que l'on peut mesurer dans la salive, par exemple. Avec cette analyse, ils voulaient voir quel était l'impact de ces tâches stressantes. Ils voulaient voir quelles tâches faisaient augmenter le plus les hormones, les taux de stress, les hormones de stress. Et ils disaient que c'était en fait les menaces de jugement social qui faisaient augmenter le plus les menaces de stress, qui faisaient augmenter le plus, les taux de stress. Ce taux de stress augmentait lorsque vous pouviez être jugé. C'est une chose qui a trait à la discipline. Pourquoi n'aimons-nous pas parler devant tout le monde, en public? Parce qu'on ne veut pas avoir l'air ridicule. C'est une partie importante de notre culture, de devoir parler en public. Mais c'est cette exposition, ces jugements sociaux potentiels qui, en fait, font augmenter les taux de stress. Et je parlais de ces trois éléments communs auparavant. Dans les sociétés les plus inégalitaires, on a l'impression que la société entière dépend des riches. Les riches sont des personnes fantastiques qui font tourner l'économie, etc. Et ensuite, au bas de l'échelle, les gens sont paresseux et on peut les ignorer tout simplement. C'est ce que certains pensent. Et ensuite, l'on se demande où l'on se situe dans la société. Il y a deux réponses possibles.
Soit on se préoccupe par le manque de confiance en soi, par l'anxiété sociale, et alors vous allez devenir déprimé, vous allez vous retirer de la vie sociale. Vous direz qu'il n'y a que les jeunes qui sortent le soir. Vous vous préoccuperez de votre apparence. Vous devrez boire plusieurs verres avant de sortir ou prendre de l'ecstasy pour vous détendre avec d'autres personnes. Pour pouvoir briser la glace sociale, si on peut dire. Il y a une autre solution, une autre réponse. Au lieu d'accepter cette infériorité, vous pouvez commencer à vous affirmer. Le narcissisme augmente alors. Jean Twenge a étudié des caractéristiques psychologiques sur des périodes de temps. Il a étudié ça aux États-Unis. Il a montré l'augmentation du narcissisme. Nous avons rajouté l'inégalité sur ce graphique. Et l'on voit qu'il y a une corrélation entre ces deux facteurs. Il y a une autre étude qui est publiée il y a 1 an ou 2 sur le self-enhancement, à savoir l'auto-valorisation. Dans mon livre, l'on disait que les gens devenaient de moins en moins modestes. Dans les sociétés les plus inégalitaires, il faut se valoriser. Ici, c'est une étude menée par 50 experts internationaux et ils ont demandé à plusieurs personnes comment ils se comparaient par rapport aux autres, à savoir s'ils étaient plus intelligents que les autres, s'ils conduisaient mieux, s'ils étaient plus généreux, s'ils étaient plus beaux. Et dans les sociétés les plus inégalitaires, l'on voit que les gens ont tendance à être plus narcissiques également. En définitive, il s'agit de savoir si les gens se sentent appréciés ou dévalués. Nous allons mener une étude sur les différences salariales entre les PDG et les travailleurs dans les grandes sociétés américaines. Des différences de l'ordre de 300 entre le PDG et le travailleur dans la chaîne de production. C'est la meilleure façon de dire aux salariés que en fait, en étant payé 1/4% ou 1/3% qu'ils ne sont pas importants. Et ensuite, l'on est surpris de voir des jeunes voler des choses dans les révoltes, révoltes qu'il y a eu au Royaume-Uni. En fait, ils volaient des vêtements, car pour eux, le statut était important, car on les privait de leur statut. Nous sommes de plus en plus inquiets, préoccupés par les jugements sociaux. Ici, donc, vous avez les 350 sociétés les plus riches aux États-Unis. Ici, 1975, 80, vous voyez que à ce moment-là, les différences salariales entre le PDG et le travailleur de base étaient de l'ordre de 40, donc des différences 40 fois plus importantes. Et l'on est passé à 300 ou 400, une augmentation 10 fois plus importante. Et pour moi, c'est un manque
de contraintes démocratiques pour les dirigeants des sociétés. Et je pense que l'une des réponses serait d'avoir des sociétés plus démocratiques. Dans beaucoup de pays européens, il y a des législations qui stipulent qu'il faut qu'il y ait des employés dans les conseils de rémunération des sociétés. Et nous devons renforcer cette tendance afin que ce soit le cas partout en Europe. Il faut également qu'il y ait plus d'employés qui possèdent leur propre société, des coopératives, afin que les différences salariales soient plus faibles. Il y a de nombreux avantages. Bien sûr, nous devons lutter contre l'évasion fiscale, contre les paradis fiscaux, faire en sorte de mieux redistribuer la richesse. Mais il y a une autre approche. L'on peut régler les différences salariales avant les taxes, avant les impôts. Si vous êtes intéressé par la durabilité, la soutenabilité, la grande menace sur la durabilité, c'est le consumérisme. Consumérisme qui se voit aggravé par les inégalités. Dans les sociétés les plus inégalitaires, les travailleurs travaillent plus longtemps, ils épargnent moins, ils dépensent plus, ils s'endettent plus. Pourquoi le font-ils? Eh bien parce que les revenus sont plus importants dans ce type de société. Il faut montrer absolument sa valeur. Le consumérisme n'est pas un signe de matérialisme, c'est en fait une forme de communication, à savoir communiquer notre valorisation. C'est une activité fondamentalement sociale. Un consumérisme qui se voit aggravé par les inégalités grandissantes. Je pense que la voie à suivre est d'étendre la démocratie pour régler ce problème. Il faut avoir des sociétés plus démocratiques avec des salaires plus bas. Il y a le groupe Mondragon en Espagne qui veut imposer des différences salariales de l'ordre de 9 et non pas de 400. On peut accepter que votre chef, votre patron puisse gagner 9 fois plus que vous, mais pas 300 fois plus. Donc une redistribution de la richesse est importante. Une démocratie économique. Il y a eu des études à cet égard. Je n'ai pas vraiment eu l'argent pour réaliser cette étude sur la démocratie économique, mais je me suis rendu dans 2 sociétés qui avaient été rachetées par les employés et la différence dans les relations sociales était impressionnante là-bas. Nous ne connaissons plus nos voisins dans nos sociétés, c'est ça qu'il faut changer. Vous savez, la valeur d'une société, ce n'est pas l'équipement, ce ne sont pas les machines, ce sont les travailleurs, c'est la main-d'œuvre qui dispose des aptitudes qui permettent de réaliser le travail. C'est l'expertise des travailleurs qui est importante. Et ce qui est vendu et acheté dans la bourse, ce sont des gens au final. Il faut que, pour augmenter la production, il faut réellement créer des relations sociales entre les travailleurs.
En 1960, qui étaient les actionnaires? C'étaient des individus. Aujourd'hui, ce ne sont plus des individus qui sont les actionnaires, mais ce sont des grandes institutions qui ont des actions dans parfois des milliers de sociétés. Il est parfois difficile au sein d'une société de découvrir qui est réellement l'acheteur derrière ces institutions. Et ces institutions ne s'intéressent pas au bien-être des travailleurs des sociétés, elles veulent simplement avoir plus de profit. Ce système à court terme ne se concentre plus du tout sur le travail quotidien d'une société. Nous avons besoin de ce sentiment d'appropriation des employés. Il faut qu'il y ait différents représentants, des consommateurs, des employés, des travailleurs au sein des conseils d'administration. Nous savons que ça fonctionnera mieux. Il y a beaucoup de coopératives d'employés et les résultats sont généralement meilleurs du point de vue environnemental et du point de vue éthique. Je n'ai pas vu des études systématiques qui prouvaient ça, mais réellement c'est mon impression. Je pense que les coopératives auront réellement de meilleurs résultats en termes environnementaux ou éthiques. Non, je pense que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti, mais je vais donc en venir à la conclusion. Tout ceci semble très distant finalement, semble être une vision à très long terme, de gens qui discutent des options politiques pour les années à venir. Et pourtant, ceci, c'est ma maman. Ici, c'est sa grand-mère. Celle-ci est née en 1826. Ma maman est décédée en 2008. Vous voyez donc que ces deux vies ont traversé l'âge de l'esclavage, des exécutions publiques, les premières machines, l'Internet, les ordinateurs, la modernité. Et il nous faut vraiment réfléchir à la vision à long terme. Il nous faut construire une image non seulement de durabilité, c'est-à-dire consommer moins, faire plus avec moins. Nous devons aussi nous concentrer sur ce déficit démocratique. La Grèce, le Portugal, Israël n'ont pas de santé qui soit pire que les gens aux États-Unis, et pourtant l'environnement social est devenu critique. Ce n'est plus tant l'environnement matériel qui compte, mais à présent l'environnement social. L'amitié, la participation à une vie de communauté. Lorsque vous penchez sur les informations sur la santé ou les données sur des économistes sur le bonheur, eh bien, vous voyez que les gens qui font du bénévolat, qui ont un but social dans la vie, qui ont des amis, qui sont entourés, qui ont l'impression d'être utiles, eh bien, sont plus heureux. Et clairement, l'environnement actuel ne nous permet pas de satisfaire nos besoins sociaux. Et donc, la modernité devrait signifier bien plus que simplement cesser de consommer autant, améliorer par la technique notre consommation. Non, c'est plutôt notre changement dans le domaine social qui doit être opéré. Et donc, la crise, on le dit souvent, est l'opportunité d'un changement, mais le changement ne doit pas seulement opérer dans un domaine restreint. Il s'agit également d'avoir davantage d'égalité, la démocratisation du milieu du travail, l'expérience sociale dans la vie et au travail et la construction de communautés. Ceci permettra d'aller vers la durabilité en empruntant la bonne voie. J'avais encore des tas de choses à vous dire, mais je vais passer et je conclurai peut-être là-dessus, qui ne fait que répéter ce que je vous ai dit, donc je m'arrête là. Merci beaucoup.